vitesse, et puis vous allez avoir un aspect complètement démodulé du flux enregistré en distalité. Vous n'allez plus avoir un spectre normal, par exemple un spectre artériel comme ici, avec une systole, une montée rapide de la vitesse maximale en systole, et puis ensuite une diminution progressive en diastole. Vous allez avoir des flux complètement amortis, vous allez perdre votre systole, et vous allez avoir un spectre qui va plus ressembler à un spectre veineux. Donc tout ça, c'est des signes qu'on va étudier au niveau des vaisseaux pour analyser un rétrécissement potentiel. C'est des signes qui vont être apportés par l'analyse en Doppler, mais on peut parfois également voir déjà cette sténose par notre analyse en mode B. Donc là, par exemple, vous avez des images d'une sténose d'une artère rénale, une sténose significative à 80%. Alors, vous avez un enregistrement d'artère rénale normale qui va être ici, là, au milieu de l'écran, avec un spectre avec des vitesses, ou alors ici en haut où vous avez une systole qui monte de façon rapide avec un spectre régulier, une diminution lente du flux en diastole, et en comparaison, donc un flux normal en distalité et un flux complètement démodulé en distalité ici, où vous voyez bien qu'on n'a plus du tout la systole avec la diastole, ce spectre normal, mais des spectres complètement démodulés, là avec des petites bosses comme ça. Ça, c'est l'enregistrement donc d'une artère rénale normale, et à côté, en comparaison, l'enregistrement d'une artère rénale sténosée, donc ici une sténose à plus de 75% parce que ça retentit en distalité dans le parenchyme. Donc en fait, on vous a mis des images en comparaison côté droite-gauche. L'artère sténosée, vous voyez sur l'image là-bas, l'encodage couleur de la circulation de l'artère avec les turbulences d'aval, donc où vous voyez en fait toutes les couleurs qui vont se mélanger au sein du vaisseau, et puis vous voyez le spectre, les contours du spectre qui vont être complètement déchiquetés. Vous n'allez plus avoir un spectre bien régulier, mais un spectre déchiqueté, puisque on a en fait au niveau de la sténose une accélération des vitesses, et puis ensuite en arrière, les globules rouges qui vont produire des turbulences et qui donc vont taper sur les parois vasculaires et produire ce spectre irrégulier. Alors, après l'échographie, on va passer à l'analyse du scanner ou tomodensitométrie ou scanographie. Donc, on dit un scanner et une tomodensitométrie. Scanner, c'est l'anglicisme, et puis la tomodensitométrie ou TDM, c'est en fait le vocabulaire français. Mais on utilise bien sûr les deux techniques aussi bien l'une que l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit une tomodensitométrie et un scanner. Voilà, donc c'est la technique d'imagerie qui va reposer sur l'atténuation d'un faisceau de rayons X à travers les tissus. Donc, on revient sur la technique d'imagerie qui utilise la propriété physique des rayons X. Donc, c'est une imagerie qui est irradiante. C'est l'imagerie irradiante le plus utilisée avec la radiographie standard sans opacification. Alors le scanner, on va avoir différents types d'acquisition. Acquisition soit incrémentale avec une imagerie en coupe transversale. Maintenant, on a des scanners multibarrettes avec au moins 16 barrettes sur les scanners. Mais maintenant, le plus souvent, on a des scanners 64 ou 128 barrettes qui vont nous permettre de faire des acquisitions hélicoïdales, c'est-à-dire des acquisitions volumiques. Et ces acquisitions volumiques, dont vous avez ici schématisé en fait un tube de scanner avec la table et puis un patient autour duquel vous auriez le tube de scanner qui produit cette acquisition hélicoïdale volumique, et ça va nous permettre de créer une reconstruction dans tous les plans de l'espace, puisqu'on va avoir une acquisition de coupes jointives et qu'on va pouvoir les travailler elles vont être acquises dans un plan axial, mais on va pouvoir les travailler ensuite dans un plan coronal, sagittal, ou même dans d'autres plans pour tourner autour des différents organes.
Donc les avantages de cette technique d'imagerie, c'est que c'est une imagerie anatomique, c'est également une imagerie qui peut être fonctionnelle si on la réalise également avec injection d'un produit de contraste. Les produits de contraste qu'on injecte au scanner, ce sont les produits de contraste dits iodés. C'est une technique d'imagerie qui est moins disponible que l'échographie. Elle va être un peu plus disponible que l'IRM, mais c'est quand même moins disponible que l'échographie. Par contre, elle ne va pas être limitée par l'anatomie comme peut l'être l'échographie. Elle va être beaucoup moins gênée par les gaz ou par l'obésité d'un patient. C'est une technique d'imagerie surtout qui est opérateur indépendante. Autant l'échographie, il est compliqué de faire relire un examen d'échographie à un médecin qui n'a pas réalisé lui-même l'examen au décours si on a une question supplémentaire à poser ou une image que le premier radiologue n'a pas bien comprise. Il est très difficile en échographie d'avoir un deuxième avis ensuite sur les images figées. Autant sur le scanner, comme on va conserver toutes les données de l'examen enregistré, on va pouvoir ensuite relire cet examen d'imagerie par un expert d'organes ou alors en rediscuter lors d'un staff multidisciplinaire avec plusieurs médecins ou avec l'apport d'autres précisions cliniques pour porter le diagnostic. Donc c'est un examen qu'on appelle opérateur indépendant puisqu'on peut refaire une relecture au décours à distance et même parfois très à distance. Par contre, c'est un examen qui est plus coûteux que l'échographie. Ça coûte à peu près 3-4 fois plus cher qu'une échographie. Donc c'est un examen qui va peser plus sur le budget de la sécurité sociale. Donc on prescrit pas des scanners à tort et à travers parce que déjà pour un même patient, c'est irradiant. Et puis parce que au niveau du coût que ça a pour la société, c'est pas le même coût qu'une échographie. Les inconvénients, par contre, du scanner, donc le scanner, c'est une imagerie lourde, comme l'IRM, donc c'est pas une imagerie qui peut être mobile, qu'on peut aller déplacer au lit d'un patient fragile ou en isolement, comme peut l'être l'échographie. Le scanner, donc c'est une imagerie non mobile. Il va y avoir au scanner ce qu'on appelle des artefacts métalliques qui vont pouvoir gêner l'analyse des tissus, notamment pour les patients qui sont porteurs de prothèses. Les prothèses de hanche vont beaucoup artefacter l'analyse du pelvis chez les patients, par exemple. Donc on va avoir tous ces artefacts métalliques qui maintenant sont un peu contournés par des nouvelles techniques dont on dispose au scanner. Voilà, mais ce n'est pas encore diffusé sur tous les types de constructeurs ou de scanners en place. Donc bien sûr, c'est une technique qui est irradiante. Donc c'est une technique qu'on va vraiment limiter pour les enfants, pour les patients jeunes. Donc les patients jeunes, c'est les patients principalement pédiatrie, mais aussi chez l'adulte jeune de moins de 40 ans environ. On sait qu'il peut y avoir des complications de la surirradiation médicale. Donc on va au maximum limiter les techniques d'imagerie irradiante, notamment si elles doivent être répétées dans le suivi d'un patient. On leur préférera l'échographie ou l'IRM en remplacement. C'est bien sûr une technique d'imagerie qu'on essaye de limiter au maximum chez la femme enceinte, hors urgence vitale diagnostique. Et puis enfin, le scanner, ça peut nécessiter une injection d'un produit de contraste iodé. On peut faire un scanner sans injection. Pour certaines questions cliniques, on fait le scanner sans injection, notamment par exemple pour l'étude des sinus de la face, on fait des scanners sans injection. Pour l'étude du parenchyme pulmonaire, on n'a pas forcément besoin d'une injection d'un produit de contraste iodé. Par contre, pour tout ce qui va être étude vasculaire, bien évidemment, on va avoir besoin d'injecter un produit de contraste iodé pour opacifier les vaisseaux. Ou alors pour l'étude des parenchymes abdominaux, foie, rate, pancréas, rein. Pour toutes ces structures anatomiques, on a besoin, en plus de l'hélice qu'on va réaliser sans injection,
d'apporter également une injection d'un produit de contraste iodé et de faire différents passages du scanner à différents temps après l'injection pour avoir une analyse fonctionnelle de ces parenchymes. Donc c'est un examen qui peut comporter des inconvénients chez des patients qui présentent des contre-indications à l'injection. Alors, donc, voici pour vous montrer un scanner. Donc, un scanner avec, vous avez 4 coupes, là, 4 coupes axiales qui sont au niveau du parenchyme hépatique et splénique à différents temps, donc sans injection pour la première coupe en haut, et puis ensuite à différents temps après injection, un temps artériel, puis un temps veineux, puis un temps tardif après injection d'un produit de contraste iodé. Vous avez les coupes qui sont situées exactement à la même hauteur du parenchyme hépatique. Et donc, vous voyez qu'à la fois, on peut faire une analyse anatomique de l'organe qu'on regarde. Donc, par exemple, ici, le foie, où on voit ici plutôt un foie un peu gros, avec des contours un peu bosselés, un foie un petit peu dysmorphique. Donc ça va être notre analyse anatomique de l'organe. Et puis ensuite, on va faire l'analyse fonctionnelle. Vous voyez qu'initialement, sans injection, on n'a rien qui ressort de la coupe anatomique. Et puis après l'injection, on va avoir au temps artériel une petite tumeur là qui apparaît très blanche. Donc au scanner, quelque chose de blanc, on va parler en densité au scanner. En échographie, la sémiologie, c'est l'échogénicité. Au scanner, c'est la densité. Donc quelque chose de blanc au scanner, c'est quelque chose d'hyper dense par rapport au parenchyme adjacent. Donc là, on a une petite tumeur blanche, donc une petite tumeur hyper dense qui apparaît dans le parenchyme et puis qui va ensuite s'homogénéiser aux autres temps après injection. Donc tout ça, c'est une étude fonctionnelle du parenchyme et des lésions. Et cette étude fonctionnelle, cette cinétique de rehaussement de l'image étudiée va nous permettre d'aboutir à un diagnostic parce que des tumeurs de types différents dans un même organe vont avoir des cinétiques de rehaussement différentes. Et donc, on va pouvoir comme ça poser un diagnostic grâce à l'injection. Et puis, vous voyez, on peut faire des reconstructions au scanner, des reconstructions en 3D avec des coupes coronales. Et puis, on peut choisir des couleurs. Ça, c'est totalement des images reconstruites où on va choisir, par exemple, que tout ce qui va être de telle densité, supérieure à telle densité, va être par exemple colorié en rouge comme ici, donc vous allez avoir toutes les structures fortement rehaussées qui vont apparaître rouges, donc les principaux axes vasculaires, le cœur et également les parenchymes fortement rehaussés comme peuvent l'être les parenchymes rénaux. Donc on va avoir une échelle de densité au scanner. L'échelle de densité utilisée, c'est les unités Hounsfield ou UH. Et cette échelle de densité va nous permettre en fait de savoir face à quel type de tissu on est. Est-ce qu'on a quelque chose composé plutôt d'air quand on a des densités autour de moins 1000 UH? Est-ce qu'on a quelque chose de graisseux dans des densités autour de moins 100 UH? Ou est-ce qu'on est face à une structure liquidienne? L'eau, c'est à 0 UH. Est-ce qu'on a une structure, un parenchyme tissulaire autour de 30 à 50 UH sans injection? Ça, c'est les densités 30 à 50 UH, c'est les densités des parenchymes en contraste spontané ou sans injection. Le sang, ça va être, en tout cas le sang frais, ça va être une structure plutôt hyper dense, une structure qui va apparaître blanche, donc autour de 100 UH. Et puis l'os sont les structures très très blanches là que vous voyez sur les coupes axiales. Vous voyez notamment des vertèbres et des arcs costauds. Et l'os, ça va être autour de plus 1000 UH. Donc il y a dans ces densités très élevées toutes les structures calciques, donc les os normaux, mais également toutes les calcifications qu'on peut avoir dans le corps humain, comme les lithiases rénales ou biliaires,
ou alors on peut avoir également des calcifications vasculaires d'athérome. Tout ça, ça peut avoir des densités élevées. Après, ça va dépendre également pour les calculs rénaux ou les calculs vésiculaires, de la composition des calculs. Mais voilà, on va être plutôt sur tout ce qui est os et calculs sur des densités élevées. Donc ça, c'est important un petit peu de connaître l'échelle de densité en unité Hounsfield qu'on a au scanner, parce que ça va nous permettre également de prendre une densité au niveau d'une structure et de savoir, de connaître sa composition. Alors, donc au scanner, on peut être amené donc à faire en plus de l'étude anatomique une étude fonctionnelle avec injection de produits de contraste iodé. Cette injection de produits de contraste, elle se fait le plus souvent par voie intraveineuse, mais on peut également opacifier toutes les cavités possibles. Donc on peut faire ingérer un produit de contraste iodé au patient pour opacifier son tube digestif. Notamment le tube digestif haut, ou alors on peut opacifier le tube digestif, notamment côlon, par voie rétrograde, donc en mettant une canule dans l'anus du patient et en opacifiant par voie rétrograde son tube digestif pour l'analyser. On peut opacifier